Pouvez-vous décrire que c'est l'une des pièces les plus sombres qui m'a été donnée de rester dedans. Quand vous pénétrez dans cette pièce qui est extrêmement sombre, extrêmement sale, avec des bouteilles d'urine de prisonniers précédents qui étaient à même le sol, où on disait qu'il y avait des matelas, or en fait on est à même le sol, sur le carrelage. Alors on va parler d'une histoire assez incroyable, de 3 Israéliens qui ont été détenus. Alors j'ai parlé du Niger tout à l'heure, c'est le Nigeria. Je m'excuse pour cette erreur. 3 Israéliens qui ont été détenus au Nigeria. Ils étaient venus dans ce pays pour réaliser un documentaire sur les tribus, sur une des tribus perdues en tout cas. Et nous sommes très heureux d'accueillir dans ce studio David Benaïm. Bonjour David. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Rudy Rochman. Merci aussi d'être venu ce matin au studio pour nous parler de cette véritable aventure que vous avez vécue. On va essayer de raconter à nos auditeurs un peu ce qui s'est passé au Nigeria. Alors, on va commencer par le début. C'est une idée qui est née chez qui d'abord ? Chez Rudy. Chez Rudy, de réaliser des documentaires, puisque je pense que vous avez, je crois que vous avez la volonté de réaliser plusieurs documentaires sur les tribus perdues. Ouais, exact, sur les communautés de juifs que la majorité de juifs dans le monde ne connaissent pas. Partout en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Et on veut montrer leur histoire et les reconnecter avec Israël. Alors, vous avez donc la première étape, c'était le Nigeria. Alors, d'abord, racontez-nous qu'est-ce qu'on sait sur cette tribu perdue qui se trouve au Nigeria aujourd'hui. Alors, la première saison, c'est en Afrique. On va faire 6 pays différents. Et le premier pays qu'on est allé, c'était en Nigeria. Maintenant, il y a un peu d'histoire en Nigeria qui se passe. Dans les années 60, il y avait une guerre de Biafra. C'était une guerre de séparer le peuple Igbo, qui est le peuple qu'on est venu pour documenter, ils pensent qu'ils ont des histoires et des connexions à les tribus perdues qui viennent d'Israël. Et il y a des mouvements qui essaient de séparer de la Nigeria, parce que la Nigeria a été créée par l'Angleterre. Ils ont pris des gens qui avaient des tribus, des nations qui n'avaient rien à voir avec l'un et l'autre. Ils les ont tous mis ensemble. Et depuis ça, il y a plein de ces groupes de population qui veulent se séparer. Alors, il y avait une guerre dans les années 60. Ça a duré à peu près 2-3 ans. Il y avait à peu près 3 millions d'Igbo qui étaient tués. C'était horrible ce qui s'était passé. Et à la fin, ils ont perdu. Et le Nigeria est resté en tout. Mais depuis ça, il y a plusieurs mouvements qui essayent de quand même se séparer. Maintenant, il y a 50 millions d'Igbo. Il y en a quelques-uns qui veulent se séparer. Il y en a des autres qui ne veulent pas se séparer. Mais nous, on est venus pour parler de l'histoire de la communauté juive qui fait partie des Igbo, pas de parler de la politique. Alors, combien de personnes à peu près on estime parmi cette communauté, donc des Igbo, qui se revendiquent comme juifs ? Quelques milliers, parce que la majorité, ils étaient convertis de force aux chrétiens, et il y a quelques milliers qui ont ou gardé ou qui sont en chemin de retourner à leur identité. Alors David Benaïm, c'est là que vous intervenez, c'est-à-dire que vous êtes journaliste de profession, et c'est là que vous vous dites, c'est un sujet qui m'intéresse. C'est un sujet qui m'intéresse, qui attise ma curiosité. Et puis c'est à la fois... oui, il y a le côté documentaire, il y a le côté curieux, et puis il y a le côté mission aussi d'aller raconter l'histoire de peuples que tout le monde parle de tribus perdues. Elles sont surtout perdues de notre conscience collective, mais en final, quand on leur demande, eux, est-ce que vous étiez perdus, ils savaient toujours quelle était leur identité. Alors elle s'est développée grâce à la mondialisation, ils ont pu savoir un petit peu davantage, ont pu apprendre, mais de voir la foi de ces gens-là qu'on a été visiter, on a pu les filmer que pendant 2 jours malheureusement, puisque notre voyage a été interrompu complètement. Voilà. Mais les quelques journées qu'on a pu passer avec eux, c'est absolument incroyable de voir comment on est monté à la Torah par exemple, et de voir la foi, la connaissance qu'ils ont, de voir 2 frères qui lisent la Torah, dont l'un le dicte les ta'amim et le corrige quand il fait une erreur, et j'avais vraiment l'impression d'avoir 13 ans et d'être... Ils lisent en hébreu ? Ils lisent en hébreu, dans la Torah, ils sont absolument incroyables, ils sont une foi, une étude. Ils nous ont dit, on a besoin de rien, nous, on a besoin de matériel. Envoyez-nous des Shulchan Arour, donnez-nous des Tanakh. C'est absolument incroyable de voir à quel point leur motivation et c'est leur foi. D'accord. Alors vous arrivez donc, après bien entendu, je suppose avoir demandé des autorisations, vous arrivez au Nigeria ? Ouais, on avait le visa, on pouvait venir en Nigeria. Situez-nous ça dans le temps ?
Alors, on était là-bas pendant 2 jours. On arrivait le 9 juillet. Et le but, c'était d'être là-bas pendant 2 semaines, de filmer plusieurs communautés et de faire tout un documentaire, un épisode sur cette communauté. Après 2 jours, il commence à y avoir des rumeurs sur social media qui disent qu'il y a des Israéliens qui sont là pour aider. Vous êtes arrivé avec votre passeport israélien, Moi, j'ai 3 passeports, américain, français et israélien. On est rentré, moi, avec mon passeport américain, Noam avec son passeport américain et David avec son passeport français. D'accord. Mais passeport ou pas, on se sent tous israéliens. Israël, c'est notre pays, notre terre et notre maison. Alors, on est arrivé le 9 juillet. Après 2 jours de filmer, était super l'expérience. Tout d'un coup, il y a la police qui est en bas. On descend, on leur donne nos passeports et nos téléphones. Il y a à peu près une quinzaine de soldats comme ça avec des cagoules noires sur leur tête et des grands pistolets. C'est pas rassurant. Ouais. Non seulement c'est pas rassurant, mais on sait absolument pas où on va. On sait pas combien de temps ça va durer. On nous dit, on veut juste contrôler quelques informations sur ce que vous êtes venu faire. Et c'était quelques heures avant Shabbat, si je me trompe pas. C'était le matin. C'était à peu près 7h30 du matin qu'on était pris. On devait filmer toute la journée la préparation de Shabbat pour inclure dans le documentaire. Et au début, ils nous ont dit, on va partir pendant 1 heure. Tu parles au chef, on fait des clarifications. Et après, vous allez revenir. Et 1 heure est devenue 2 heures, devenue 3 heures. Ils nous commencent à nous interroger. Après, on a vu qu'on allait passer Shabbat là-bas. Alors, on avait demandé à quelqu'un de nous donner quelques raisins. On a fait le kit douche sur un raisin. On a fait motzi sur des crackers. Et on pensait, OK, on va passer une journée là-bas. Après, demain, on va retourner. On sera au moins Shabbat la journée avec eux. Pour le moment, personne ne vous parle ? Non, on parle avec les gens qui nous ont arrêtés, qui nous disent en permanence tout va aller bien, vous êtes des invités, vous n'êtes pas arrêtés en permanence. Il y a des moments d'agressivité, de violence morale, mentale, claire, où on n'arrête pas de nous dire qu'on va être libéré dans quelques minutes, 20 minutes. Non, dans 20 minutes, vous allez être libéré. Et puis ces 20 minutes se transforment en heures. Et en effet, on continue et on dort à même le sol ce soir-là, jusqu'à ce qu'à 7h du matin, le lendemain matin, on nous réveille avec beaucoup d'agressivité. Et là, on nous met dans un van pour nous transporter à 900 km de là, au nord du Nigeria, dans la capitale d'Abuja, où on est dans un véhicule, vous savez, ces petits vans très fins avec 9 personnes à l'intérieur. On est entouré de 4 hommes cagoulés militaires. Rudy vous dira qu'ils ont des armes qui ont été fabriquées en Israël, ce qui est... Donc c'est assez intéressant de voir ça, mais la route, les 900 km qu'on a fait en 9 heures à une allure pas possible, qui passe entre bitume et pistes de terre battue, où on a failli mourir 15 fois, vraiment je vous promets, ça c'était vraiment une expérience. Même les premiers 2 heures, on savait pas où on allait, ils nous ont pas dit. Alors au début on se dit oui, où vont nous prendre. Combien de temps va durer cette route? Juste après 2 heures, ils nous ont dit on vous amène à Abuja, qui est la capitale de Nigeria, on savait même pas, on ne devait même pas aller là-bas. Alors, mais vous n'êtes pas rassuré à ce moment-là? Non, ils nous ont dit, dès qu'on arrive là-bas, vous aurez vos passeports, vous aurez vos téléphones, vous parlez à vos ambassadeurs, ils vous attendent. On arrive là-bas et c'est que des mensonges. C'était tous les 20 jours qu'on était là-bas, chaque chose qu'ils nous disaient, on ne pouvait pas rien croire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez dans cette capitale du Nigeria, et là, vous rentrez une nouvelle fois dans un cachot en prison? Alors là, il nous avait dit au début qu'on allait voir l'ambassadeur et tout allait bien. Et là, il nous vient et nous dit, OK, enlevez vos chaussures, enlevez vos bagues, enlevez vos colliers, enlevez toutes vos poches. On dit, mais pourquoi? Il dit, parce que vous rentrez dans cette cage ici. Ils n'ont pas dit cage, c'était non. Vous rentrez dans cette chambre et nous on dit mais c'est une cage. Ils disent non, c'est très bien. Ça veut dire quoi une cage? Est-ce que vous pouvez me décrire à peu près ce que je peux vous décrire que c'est l'une des pièces les plus sombres qui m'ait été donné de rester dedans. Quand vous pénétrez dans cette pièce qui est extrêmement sombre, extrêmement sale, avec des bouteilles d'urine de prisonniers précédents qui étaient à même le sol, où on disait qu'il y avait des matelas. Or en fait, on est à même le sol sur le carrelage avec une toute petite fenêtre qui donne sur une sorte de broussaille avec des barreaux extrêmement foncés et 2 portes pour fermer, dont une porte de barreaux en fer forgé et une porte en bois pour qu'on ait absolument aucune lumière à l'intérieur. Il fait 40 degrés, on est en plein été, c'est extrêmement humide et il est déjà 21h ou 22h le soir, on n'a absolument aucune lumière, aucune luminosité. Ça nous a pris quelques heures pour qu'on puisse arriver vraiment à se voir parce qu'il faisait tellement noir que nos yeux ont dû s'adapter pour qu'ensuite on puisse se distinguer. Mais c'est pour vous montrer à quel point on était dans la crasse totale, avec l'odeur de l'urine et la chaleur, je suppose. Et c'est une pièce qui n'est pas une cellule officielle et qui est vraiment, en fait, encore une fois, on n'est officiellement pas arrêté. On ne sait absolument pas pourquoi on est là. Et en permanence, on nous dit vous êtes invité. On refuse de rentrer et là, on nous fait rentrer de force. Et là, bien entendu, pendant ce temps-là, impossibilité de prévenir vos familles ou de prévenir des autorités officielles? Non, on n'a pas pu parler à notre famille jusqu'à quand on est sorti 20 jours après. Et on avait
on savait pas si le monde savait où on était. On savait qu'après quelques jours, que les gens ils sauraient qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Alors on avait un plan d'abord, on mange cachère. Alors on leur dit qu'on mange rien jusqu'à que vous amenez manger cachère. Mais on s'est dit, s'ils vont contacter le Chabad pour leur dire, est-ce que vous pouvez nous donner à manger pour 3 gens, qu'il fera la connexion et il comprendra qu'on est là-bas. Alors pendant 6 jours, on a mangé que du pain, jusqu'à que, sauf, ils ont pu parler à le Chabad. Et le Chabad, avec le consulat israélien, ils ont pu amener un peu à manger pour nous. Alors, comment cela, à partir de ce moment-là, votre processus de libération, ou ça prend encore du temps ? Il y a plusieurs étapes. L'une des premières étapes, c'est que moi, j'avais une condition de santé dont on leur a fait part assez rapidement, qui a fait qu'ils ont eu extrêmement peur que je sois un dommage collatéral de par mes problèmes de santé. Et donc, grâce aux pressions des différents consuls, ambassadeurs français, israéliens et américains, j'ai réussi, moi, à être mis de côté et hospitalisé au bout du 6e jour, parce que j'avais besoin de médicaments que j'avais pas, qu'ils ont mis extrêmement longtemps à pouvoir me donner ces médicaments, puisqu'en fait tous nos bagages étaient restés derrière à 900 km et qu'il fallait les faire revenir, et qu'il y avait une vraie lenteur de ce point de vue-là. À un moment où j'ai pu moi sortir, donc j'ai pu savoir que les familles travaillaient en coulisses, mais sans pouvoir communiquer vraiment avec eux, parce que j'étais isolé complètement et que j'avais pas le droit de communiquer, et surtout je devais revenir tous les matins pour être interrogé et retourner, donc ce sentiment de retourner en prison. Et eux étaient toujours dans des conditions terribles à l'intérieur de la prison. Alors, vous êtes interrogé, vous commencez à être interrogé à partir du lundi et du mardi par tous les Qu'est-ce enquêteurs. Qu'est-ce qu'on vous reproche ? Ils nous demandent toutes les questions. Où vous êtes né, pourquoi vous avez déménagé là-bas, quelle école vous étiez, pourquoi tu as changé d'école. Toutes les questions que tu peux imaginer qui n'ont rien à voir, parce qu'ils veulent savoir s'ils peuvent trouver un trou dans l'histoire. Et on leur a dit tout. Et après une semaine de faire les interrogations, même les officiers d'interrogation, ils nous ont dit, on vous croit. Mais quand même, après une semaine, 2 semaines, 3 semaines, on était toujours là-bas. Alors on s'est rendu compte que peut-être c'est pas parce qu'ils croient vraiment qu'il y a quelque chose, mais peut-être c'est parce qu'ils veulent pas qu'on fasse ce projet dès le début. Qu'est-ce qui se passe après ? Comment vous voyez la lumière au bout du tunnel, ou non, honnêtement, jusqu'à la minute où on a compris que ça allait se décanter, c'est-à-dire les 18 heures avant notre décollage, on n'a absolument aucune idée de comment ça allait se terminer. Dans quelle situation physique, mentale vous vous trouvez ? Le mental, il a toujours été très fort. Je suis entouré de 2 amis, comme je le dis, qui sont devenus des frères, avec qui on avait vraiment un mental très très fort. On a su garder notre sens de l'humour à l'intérieur quand il y avait besoin. On a su, et ça c'est vraiment la force. On a de la chance d'avoir été 3 dans cette histoire. Si on avait été isolés, ça aurait été vraiment très différent. Et puis il y a des tonnes d'histoires absolument incroyables qui se retrouvent isolés dans une cellule au milieu du Nigeria avec 2 paires de téfilines. C'est-à-dire, tu peux raconter, Rudy. Ouais, alors moi j'avais amené mes téfilines, je les amène partout. Et Noam, j'ai vu que tu étais venu aussi. Par hasard, il avait amené aussi ses téfilines, mais il n'avait pas l'intention de les amener. Alors j'ai demandé au driver d'aller chercher mes téfilines, et par accident, il a amené les téfilines de Noam. Alors je lui ai demandé de rechercher les miens. À la fin, on avait les 2. Et pourquoi on avait 2 ? Parce que lui, il est main de gauche et moi, j'ai main droite. Alors, on avait 2 téfilines parfaits pour tout le monde de mettre. Et pas que ça. D'abord, nos situations, que je parle un peu plus dans notre situation horrible qu'on était dedans. Pour les premiers 7 jours, on n'a pas pu se doucher et changer d'habit. Et même le 7e jour qu'on a pu doucher, c'est une douche un petit peu particulière. En fait, dans leur toilette publique, ils n'ont pas de papier toilette. Ils utilisent un seau avec de l'eau pour se laver après qu'ils vont aux toilettes. Et notre douche, c'est en fait, on utilise ce même seau, tu le remplis avec de l'eau du robinet et tu le mets sur ta tête et c'est comme ça qu'on se lave. Et c'était ça notre douche pendant 3 semaines. Alors ça, c'est les conditions qu'on habitait. Ils nous traitaient comme des animaux, mais il y avait un moment, le 10e jour, après qu'on avait déjà fini toute notre interrogation, qu'on voulait parler à quelqu'un. Pourquoi est-ce qu'on est toujours là ? Il y a plusieurs fois que moi et Noam, on se regarde l'un et l'autre, on dit, mais comment est-ce qu'on a fait pour arriver ici ? Ils nous ont enlevé toute notre communication, notre liberté, on voit presque rien la journée et on est tous les jours comme ça en train de se regarder, qu'est-ce qu'on fait ici ? Alors on a dit, il faut faire un petit peu de bruit, il faut faire un petit proteste. Alors le matin, on se lève, on met notre filine, on savait qu'ils allaient nous emmener en bas pour chercher à manger. Et on descend en bas, on passe le lobby, qui est l'endroit où il y a même des gens qui sont pas partis du DSS là-bas. Et on s'arrête au milieu du lobby, on commence à crier, on est innocents, laissez-nous partir, on n'a rien à faire. Et on est là avec notre kippa, téfiline et tout comme ça, en train de crier, ils savent pas qu'est-ce qui se passe. Pendant 10 minutes, on a fait ça, on a fait un énorme boucan que même pendant les 2 jours après, ils étaient tous en l'air de qu'est-ce qui s'était passé. Et après, il y a une quinzaine de encore militants comme ça qui sont venus, ils nous ont attrapés, ils nous ont jetés, retournés dans la cage. Mais on les a pas laissés savoir qu'on allait juste mettre notre tête en bas. Ils savaient tout le temps qu'on allait se bagarrer. Même moi dedans, j'essayais d'essayer de trouver un moyen de sortir. J'avais trouvé un moyen d'enlever le premier cadenas. J'étais en train de travailler sur le 2e.
Et voilà. David, comment se finit cette histoire? On a l'impression que on a eu la chance d'avoir différentes chancelleries travailler avec nous. Les Américains, les Français, les Israéliens, chacun à leur niveau, chacun avec leur niveau de pression complètement différent. Je pense que du point de vue des Israéliens, c'était plus du point de vue humanitaire et qui ont réussi à faire le lien avec justement cette alimentation cachère. Et on en rigole avec Rudy, on parle de diplomatie des barbes avec le rabat qui est présent partout et qui est vraiment exceptionnel. Et les Américains qui ont leur pression, on ne connaît pas tous les éléments encore, on essaie de comprendre. Et puis nos familles qui ont été incroyables à essayer de tirer dans les coulisses des ficelles. On a de la chance d'avoir les amis et la famille et l'entourage. On se rend compte de tous les messages de soutien qui ont été présents. Et vraiment, c'est l'occasion de les remercier ici à ce micro parce que c'est compliqué de remercier tout le monde. Mais on ne sait pas tous les éléments qui ont fait qu'on a réussi à sortir. Mais c'est certain. Alors, que c'est une chance. Vous sortez, vous arrivez à sortir, vous montez bien entendu, vous revenez en Israël, bien entendu, vous finissez pas, je suppose. Mais si, on va finir, c'est ça le plus important. Pour le moment, vous l'avez pas. Pour l'instant, non, mais c'est important, et Rudy va le dire, c'est que notre objectif, c'est quand même de retourner sur notre mission première. Avant de parler de cet objectif de repartir, je voudrais, Rudy, est-ce que vous comprenez pourquoi vous avez été arrêté aujourd'hui? Il y a plusieurs raisons. On n'est pas dans leur tête pour savoir qu'est-ce qu'ils pensaient. Ça peut être qu'au début, parce qu'il y avait tellement de postes qui nous connectaient à ces mouvements séparatistes, qu'ils voulaient savoir vraiment si on avait quelque chose à voir avec ça. Mais même après qu'ils nous ont vu qu'on n'avait rien à voir avec ça, on était quand même déportés. Alors, je pense qu'il y a une raison plus grande que le gouvernement, qu'ils oppressent les Ibo. Ils veulent pas qu'une histoire de donner du pouvoir et de l'empowerment pour cette communauté qui sorte. Alors, pour eux, c'était pas quelque chose qu'ils voulaient. Ils ont arrêté ce projet. Vous êtes rentré un peu dans cette tension qui existe entre le gouvernement et cette... Ouais, parce que pour eux, ils voient juifs, Ibo, Biafra, mouvement séparatiste, ils voient tous comme un. Et je leur ai expliqué, attends, si quelqu'un vient en Nigeria pour faire un documentaire sur les musulmans, ça ne veut pas dire qu'ils ont quelque chose à voir avec Boko Haram. Alors si nous, on vient pour faire un documentaire sur les Ibo, même si il peut dire que Biafra, ça n'a rien à voir avec Boko Haram et c'est même peut-être un mouvement positif ou négatif, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on venait faire. Mais pour eux, la vérité et l'innocence de ce qu'on avait, c'était pas d'importance. Très bien. Alors David, tu nous l'as dit déjà, c'est pas fini. C'est-à-dire que... C'est pas fini, ça commence à peine. On a encore 5 pays à aller visiter en Afrique, on a encore envie, on ira en Asie du Sud-Est, en Amérique latine, en Europe, au Proche-Orient, pour raconter la vie de ces petites communautés juives qui ont été perdues de notre conscience. Et avec Noam Libman qui nous regarde de l'autre côté, qui est le réalisateur et qui est absolument incroyable, qui a un œil incroyable, on va vous présenter un film et on espère que tout le monde va adorer notre travail. We Were Never Lost. Vraiment, je vous encourage à venir regarder sur le site et sur les réseaux ce qu'on a déjà commencé à poster parce que l'aventure humaine est absolument exceptionnelle et raconter ces histoires, c'est vraiment ce qui nous anime. Rudy, qu'est-ce qu'il vous faut pour continuer cette aventure? D'abord, on est toujours en train de lever les fonds pour le projet. Alors, si les gens veulent supporter notre projet, ils peuvent faire ça. Mais en fait, on va continuer de faire et on va retourner en Afrique pour faire les autres épisodes. Et même si on n'a pas pu finir l'épisode de Nigeria comme on le voulait, on va quand même faire un épisode, même si c'est que... quelques footage qu'on a eu quand on était là-bas, mais quand même on va dire leur histoire et c'est pas fini. Voilà, Noam qui parle pas français, ou לא מדבר עברית, אתה צריך באמת לדבר קצת עברית. הוא לא מדבר צרפתית, אתה צריך באמת ללמוד צרפתית. נועם שגם משתתף, תודה רבה שבאתם, בהצלחה. איך אתה רואה את ההמשך? ממש How do you see the continuation? Of the project? Yes. Well, this is really only more motivation to continue. There's no stopping the energy that's going around about the Ibos right now. And we were able to save the footage that we captured for the first 2 days, and we have some very powerful interviews that we want to share with the world. So we will manage to find a way to put together an episode and still tell the story. Très rapidement, Rudy, une traduction rapide. Ça va être très facile pour nous. La motivation est tellement énorme et tellement importante et on a quand même suffisamment d'images qui ont été filmées pour faire un épisode qui racontera aussi un tout petit peu notre histoire, mais on va focus vraiment sur ces communautés Ibo qu'on a été voir. On a hâte en tout cas de voir ces images et ce reportage. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci. Et je sais pas, bon rétablissement, bon retour chez nous. Merci beaucoup. Toda Rabba. Merci beaucoup.